Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petit rappel sur la précédente vidéo parce que je sais que ça fait beaucoup polémique. Et d'ailleurs, l'une d'entre vous a peut-être réagi de façon émotionnelle vis-à-vis de la condamnation de Sarkozy. Et comme je l'avais dit au début de ma vidéo, oui, je ne suis pas un pro-Sarkozy. La preuve, c'est que je considère que Sarkozy est un traître à la nation. Sauf que, encore une fois, il faut faire la part des choses entre émotion et relativisme. L'émotionnel, oui, on va dire, ouais, ben voilà, ça y est, enfin, le mec, il est condamné. La justice condamne à 5 ans d'emprisonnement ferme. C'est-à-dire que le mec, il va faire de la tôle. Karma. Mais le relativisme, à un moment donné, me pousse obligé, et c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, de dire, est-ce que la fin justifie les moyens ? De se dire, est-ce que on accepte l'entorse à la règle juste parce que ça satisfait notre désir, notre ambition, notre envie ? Est-ce qu'on accepte que la justice condamne un homme ou une femme à quelque chose de mineur ou qui ne mérite pas une telle condamnation juste parce que cette personne, sur d'autres faits, sur d'autres actions, est contestable et détestable. J'ai envie de dire, ça rejoint un petit peu l'assassinat de Charlie Kirk. Se poser la question, est-ce que parce que Charlie Kirk était un religieux en transition évangéliste vers le catholicisme, contre l'avortement, pro-armes, qui mérite d'être tué ? Vous savez, ça revient toujours à cette problématique. Si vous remontez le temps à l'époque du nazisme, est-ce que vous auriez envie d'assassiner Adolf Hitler afin d'éviter tout le drame qui s'ensuivra ? On peut dire que peut-être 80 ou 90% des gens diront oui. Dans cet imaginaire que si on tue Adolf Hitler, ben on empêche la Seconde Guerre mondiale. On évite la Shoah. Mais en fait, on n'en sait rien. Parce qu'à partir du moment où vous avez un contexte et que ce contexte amène des idéologies, quel que soit l'individu qui peut se saisir de la situation pour véhiculer des idéologies, vous aurez beau tuer Adolf Hitler, si Hitler n'existe plus, il y en aura peut-être un autre qui sera le prolongement, un autre qui reprendra, et que finalement, on ne pourra pas empêcher la Seconde Guerre mondiale, on ne pourra pas empêcher l'antisémitisme et la Shoah. Mais là encore, ce n'est que de la spéculation. Croire qu'une situation peut résoudre un problème, c'est pas forcément vrai. Dans certains cas, dans certaines situations, c'est faux. Et alors, par conséquent, ça ne sert strictement à rien. Enfin, tout ça pour dire que le problème de la condamnation de Sarkozy, c'est que c'est une porte ouverte permettant à la justice de punir quelqu'un qui mériterait d'être puni pour certains actes, mais qui, en final, n'est pas puni pour ces actes-là, mais pour d'autres actes qui sont plus mineurs. Alors après, en effet, certains pourront me dire « Oui, mais tu te rends compte, c'est dégueulasse, il a envoyé 2 de ses potes et aujourd'hui il dit que en fait c'est pas vrai, qu'ils ont été rencontrés
un condamné à perpétuité pour terrorisme, par contumace, etc. Non. On est d'accord là-dessus. Mais dans ce cas-là, qui est responsable? Dans ce cas-là, pourquoi Hortefeux n'est pas dans le banc des accusés? Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Mais encore une fois, la problématique, c'est que on est confronté souvent par le piège émotionnel pour accepter peut-être, je dis bien peut-être, l'inacceptable. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs auprès des gauchistes qui, à force d'aller dans les excès aux États-Unis, finissent par vouloir satisfaire leur moindre désir, sans se rendre compte qu'ils finissent par en exprimer une autre forme d'excessivité idéologique, une autre forme d'extrémisme. D'où la raison, par exemple, aux États-Unis actuellement, est-ce que c'est renforcé par la présence de Trump à la Maison-Blanche et du fait que ces mouvements wokistes savent que désormais ils ne peuvent plus que compter sur les soutiens locaux, c'est-à-dire les soutiens des États tenus par des progressistes, par des démocrates, mais qu'à l'échelle nationale, leur mouvement aujourd'hui est forcément une cible. Et peut-être, à un moment donné, pousser des organismes à dire « Ok, bon, peut-être que là, on est allé trop loin. Peut-être que c'est allé trop loin. Peut-être qu'on n'a pas su maîtriser la situation. Peut-être qu'on a lâché trop de gens dans la nature à dire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et que du coup, le combat, la revendication, l'action que nous avons, qui était une action légitime, aujourd'hui, elle est complètement dénaturée à cause de gens qui ont tenu des propos excessifs, radicaux, extrêmes. Il faut savoir qu'à l'échelle internationale, vous avez aujourd'hui 18 mouvements LGBT qui ont décidé de retirer le T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles s'autoproclament mouvement LGBT. Lesbiens, gays et bi. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que les mouvances transgenres et tout ce qui s'y affile, les bigenres, les non-genrés, les non-bis, les bibis, les licornes, etc., ont tellement dénaturé la source même, l'origine même du combat, dans des délires, qu'aujourd'hui, beaucoup de mouvements internationaux, aujourd'hui, prennent du recul par rapport au transgendisme. Et pareil, aujourd'hui, vous avez, comme je vous l'avais expliqué, des universités qui commencent à faire machine arrière concernant le soutien à des mouvements étudiants progressistes liés au LGBTQ+, qui eux aussi sont devenus tellement radicaux qu'ils ne se rendent même pas compte qu'à force de traiter les autres de fachos, ils sont des fachos eux-mêmes. Et puis, pareil, business is business. Si tu commences à avoir des problèmes qui nuisent considérablement à ton business, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Donc, si vous voulez, peut-être que là, on est, je dirais, au-delà d'une crise générale à l'échelle internationale qui touche à la fois les aspects économiques, sociaux, identitaires, traditionnels, culturels. Peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être des gens qui commencent à se dire « Bon, non, il faut se redonner un cap, là, parce que là, ça part dans tous les sens. » Idem,
vis-à-vis de la situation avec Gaza et Israël, la fameuse flottille. Vous avez apparemment des navires militaires espagnols et italiens qui vont renforcer la protection de la flottille. Sauf que le problème, c'est qu'à force de focaliser l'attention sur cette flottille, on en oublie de dire qu'il y a quand même dans pas mal de pays en ce moment des choses qui se passent. Alors, en effet, il y a le Népal. Le Népal où ça a un petit peu fuité. Mais, par exemple, ce qui se passe en Grande-Bretagne, alors on en a un peu parlé, mais estampillé extrême droite, estampillé nazi, estampillé facho. Ah oui, le problème c'est que une des têtes de file du mouvement en Grande-Bretagne, c'est Robinson. Et Robinson, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui soit quelqu'un de modéré. Mais néanmoins, ça pose des postulats sur ce qui se passe dans la société britannique. Et c'est vrai que l'immigration en Grande-Bretagne, on a essayé de faire une société multiculturelle, mais le problème, c'est que ce n'est pas une société multiculturelle qui s'est construite, c'est une société communautaire. C'est-à-dire tout est communautarisé. Les Indiens restent entre les Indiens, les Pakistanais restent entre les Pakistanais, les Syriens entre Syriens, les Afghans entre Afghans, etc., etc. Plus les mouvances des frères musulmans qui agissent un peu partout dans tous les pays européens actuellement n'arrangent pas les choses avec l'application de, parfois dans certains quartiers, de la charia. En Grande-Bretagne, c'est malheureusement le cas. On a au Venezuela également, ça chauffe contre Maduro. Il y a un autre pays aussi où j'ai vu que ça commençait à chauffer aussi. Mince, je ne me souviens plus. Je me souviens plus, c'est un pays européen. Enfin bref. En Italie, vous avez des manifestations où actuellement ça commence à bloquer le pays parce que l'Italie n'a pas reconnu l'État de Palestine. Donc si vous voulez, on sent bien qu'on commence à pousser les gens dans la rue. Sauf que le problème, c'est que on pousse les gens dans la rue dans leurs antagonismes. C'est-à-dire à la fois, on pousse des gens contre le racisme, mais aussi contre l'immigration. On pousse des gens pour la Palestine, mais aussi contre l'antisémitisme. Enfin, là, on sent bien qu'on est en train de pousser le bouchon un peu loin. Là, vous avez actuellement les politiciens progressistes du Canada qui commencent à s'en prendre plein la gueule. Parce que l'immigration là-bas, ça commence à poser aussi un problème. Aux États-Unis, vous n'êtes pas sans ignorer que ICE, qui est cette opération de lutte contre l'immigration illégale, là on nous a montré des images d'un mec qui était avec sa femme et sa fille, la femme et la fille étaient bousculées. Évidemment, toutes ces vidéos, toutes ces situations génèrent un émotionnel. Mais l'émotionnel, à un moment donné, il faut se poser la question, on se dit, mais quand tu fais quelque chose d'illégal, que cette illégalité peut avoir des conséquences, pas seulement pour toi, mais aussi pour tes proches. Le jour où tu te fais choper, qu'est-ce que tu vas aller chercher l'émotionnel en disant, oh, mais tu te rends compte, la femme, l'enfant, devant l'enfant, c'est pas normal, c'est méchant. Oui, c'est méchant, mais à qui la faute? Dire en France, quand vous avez des mecs qui planquent de la drogue dans leur appartement avec leur femme et leurs gosses, il y a une responsabilité ou pas? Ou on dira à la police, surtout intervenez pas parce qu'il y a un enfant dans l'appartement. Ok, donc on laisse faire. C'est ça en fait le plan?
Alors peut-être que ce que je dis, ça choque, mais je veux dire, posez-vous la question à un moment donné. Ça rejoint ce que je disais sur la responsabilité, c'est-à-dire que on laisse des gens faire des choses, dire des choses, mais contre qui on ne fait rien parce que derrière, il y a une communauté, il y a une ethnie, il y a une représentation de la diversité, des minorités. Donc, faut pas choquer. Donc, on laisse faire. Donc, à force de laisser faire, eh ben, ça monte crescendo. Et on en arrive aujourd'hui à cet émotionnel exacerbé où vous avez des gens qui tiennent des discours ou qui ont des pratiques ou des actions, alors, soit qui sont répréhensibles moralement, soit qui sont incompatibles avec les lois principales de votre activité ou de votre vie dans l'espace public, ou littéralement être hors la loi. Donc si vous voulez, il y a un moment donné où il faut savoir se poser les bonnes questions. Toute cause a des conséquences. Sauf que si on commence à gommer des conséquences, parce que la cause, il y a des conflits d'intérêts idéologiques, politiques, sociaux, économiques, ethniques, religieux, dans ce cas-là, on n'en sort pas. Et on tombe fatalement dans une boucle de Moebius, vous savez, cette boucle infinie, jusqu'au drame, jusqu'au paroxysme. Et le paroxysme aujourd'hui, c'est le génocide de Gaza. Le paroxysme aujourd'hui, c'est un Zelensky qui est en train de demander aux États-Unis de leur fournir des missiles Tomahawk, parce que Zelensky, aujourd'hui c'est clair, il veut frapper Moscou. Actuellement, tout ce qu'on démolit en Russie, oui, on est en train d'affaiblir la Russie. Ouais. La réponse, c'est quoi ? La réponse, elle est proportionnée. C'est que la Russie frappe tout autant des cibles stratégiques ukrainiennes. Sauf qu'évidemment, le discours dit « rendez-vous compte, regardez, Poutine, il attaque des machins. » Et par contre, de l'autre, ah ouais, c'est génial, ouais, super, tout démolir, tout détruire, réduire la Russie à néant. Mais qu'est-ce que vous cherchez en fait ? Vous cherchez à pousser Poutine dans ses retranchements et finalement un jour il va balancer une bombe nucléaire sur Kiev ? Il peut le faire, hein ? Parce qu'il se dit de toute façon, si je le fais, qu'est-ce qu'ils vont faire en face ? Est-ce qu'ils vont tirer aussi une bombe nucléaire sur Moscou ? Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que la finance internationale l'interdit. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Et vous croyez que les mondialistes, les globalistes, ils veulent perdre ? Non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la domination, c'est la soumission. Donc à moins d'assassiner Poutine, on va continuer à laisser des gens aller au front et se faire tuer. Dans les deux camps, hein. Ce même émotionnel, en France, c'est cette fameuse taxe Zucman. Alors, le cornu a finalement balayé l'idée, mais ça s'écharpe sur les réseaux sociaux concernant cette fameuse taxe. L'idée de taxe. Sauf que le problème, c'est que le projet Zucman, c'est encore une fois, c'est taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches. Et toute la com est passée là-dessus. Sinon, le reste, personne ne vous a expliqué que si vous êtes propriétaire d'une maison, la taxe Zucman, en gros, c'est pas dit comme ça, mais ils voulaient mettre en place une taxe supplémentaire sur votre patrimoine. C'est-à-dire que même les gens qui ont fini de payer leur maison, tac,
Vous savez, hein, on en a parlé il y a quelques années sous Hollande, hein, que ça, soi-disant, non, c'était une rumeur, machin. Mais de toute façon, tous ces politiciens, tous ces théoriciens fiscaux et compagnie, tous ces comptables d'apothicaires, ils sont tous là pour protéger le système, pour protéger la gabegie de certains dans un système étatique, à continuer à se gaver sur le dos du contribuable. Parce que Zucman, il est gentil, mais est-ce qu'il a proposé de faire un audit des dépenses publiques? Non. Ben non, lui, c'est tout le contraire. Ce qu'il veut, c'est augmenter les budgets. Créer des emplois, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'emplois de fonction publique. Comme si on n'en avait pas déjà assez. Enfin, il n'y en a pas assez dans certains secteurs. Mais est-ce que c'est ces secteurs-là qui seraient concernés? Non. Est-ce que c'est l'éducation qui est concernée? Non. Est-ce que c'est la santé qui est concernée? Non. Est-ce que c'est la sécurité qui est concernée? Encore moins. Je vous avais déjà expliqué ce qui s'est passé à Détroit. Pourquoi Détroit a fait faillite? Parce que les politiciens successifs, pour séduire un électorat et gagner la mairie de Détroit, ils ont promis des dizaines de milliers d'emplois. Alors ils ont créé les emplois, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec une structure étatique, enfin municipale, une administration municipale colossale, qui n'avait absolument aucun intérêt au vu de la population. C'est-à-dire que les rentrées fiscales, évidemment, ne pouvaient pas couvrir les dépenses de la municipalité. Tu avais des quartiers où tu étais arrivé à, je sais pas, tu avais 100 flics pour 50 habitants. J'exagère, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que tu avais une disproportion d'employés municipaux par rapport à la population. Bon, bah, ça n'a pas loupé, hein. Au bout d'un moment, quand ils ont commencé à vouloir toujours plus s'endetter, bah, les banques, elles ont dit, bah non, terminé, démerdez-vous. Par contre, faut rembourser les prêts que vous avez fait avant. Ah ouais, mais on ne peut pas parce que, bah, vous comprenez, en 40 ans, on est passé de 1 700 000 habitants à 700 000 habitants, donc... Ah mais ça, c'est pas mon problème, hein. Ça, fallait le calculer avant. Seulement pour vos ambitions électorales, vous avez fait des promesses d'emploi que finalement, depuis 20 ans, vous ne pouviez pas financer. Et bien la France, c'est ça. C'est des gens qui vous promettent le SMIC à 1 600 € net par mois. C'est des gens qui vous promettent d'arroser encore plus d'argent pour les migrants, pour les pauvres. Vous trouvez des emplois payés 1 200 ou 2 000 € net par mois. C'est des aides, toujours plus d'aides, encore des aides. Allez, on arrose tout le monde. Tant que vous votez pour moi, je vous arrose. Mais le pire, c'est que ces gens-là se reposent sur un électorat millénariste. Pourquoi? Parce que l'électorat millénariste, il est souvent dépendant de secteurs d'activité professionnelle dans lesquels ils se sont lancés, qui est financé, qui est subventionné, et pas qu'à l'échelle nationale, aussi à l'échelle européenne. Sauf que le problème, c'est que y a un moment donné où quand tu décides de faire des études universitaires en sociologie, machin, etc., le jour où tu sors avec le diplôme, t'as pas de boulot. T'as pas de boulot parce que t'es pas tout seul. Parce que là où la France a peut-être un besoin de 100 ou 200 personnes qui travaillent dans le social, vous êtes 4 000 ou 5 000 ou 10 000 à sortir avec le diplôme. Donc forcément qu'il y a un moment donné, il y a très peu de place pour trop de candidats. Il y a une réalité économique. Sauf que la réalité économique aujourd'hui, elle n'est pas consciente.
auprès de beaucoup de gens. Il est évident que si demain on vous dit, bah tiens, je vais augmenter ton salaire de 200 €, toi tu vas être content parce que tu vas augmenter ton salaire de 200 €. Mais tu ne te poseras jamais la question comment l'entreprise elle va financer ces 200 €. Parce que il faut quand même avoir un petit peu d'esprit comptable aussi. Je pense que aujourd'hui, il faut être vraiment abruti ou complètement inconscient pour pas comprendre ce que c'est qu'un budget à l'équilibre. Mais bon, vous allez me dire, aujourd'hui on a bien des Français qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. S'il y a des Français aujourd'hui, il y a une augmentation des surendettements, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit très américain du je consomme par plaisir, je ne peux pas contenir mon envie, j'ai besoin, je veux et j'exige, même si j'en ai pas les moyens. On en connaît tous, Donc à partir de ce moment-là, comment des gens comme ça peuvent-ils voter intelligemment et en conscience? Non. Ils votent purement par consumérisme. Et c'est pour ça, très souvent, que je dis qu'à partir de Sarkozy a été élu non plus par idéologie politique, mais il a été élu par consumérisme. Et aujourd'hui, même à l'échelle locale, on ne vote pas pour un maire, pour un projet cohérent, budgété, avec des priorités, mais on vote pour des gens qui vont m'apporter, moi, ma satisfaction d'eux. Moi, j'habite en centre-ville, je veux des pistes cyclables, je veux des zones piétonnières, je ne veux plus voir de voitures. Mais si on t'explique, mais si on met plus de voitures dans le centre-ville, tout le commerce, tout le tissu économique va disparaître, puisque les gens ne peuvent plus venir en centre-ville, puisque les gens ne vont pas claquer 30 € par jour pour venir parquer leur voiture dans un parking. Non. Réfléchis 2 minutes que tu as des gens qui vont réagir comme toi, c'est-à-dire qu'eux, ils vont aller au plus simple, au plus économe. Pourquoi aller te faire chier dans la circulation du centre-ville un samedi quand tu peux aller juste au centre commercial où maintenant tu as des restaurants, où petit à petit en France ça va venir, il va y avoir aussi des lieux de divertissement, c'est déjà le cas puisque vous avez des centres commerciaux qui possèdent des cinémas, des choupis, pour larguer le gosse pendant 2-3 heures, pendant ce temps-là, toi tu es tranquille, tu peux aller faire ton shopping. Et puis le jour où toi tu as voté pour ta piste cyclable, mais que demain on va t'augmenter ta taxe locale parce que il n'y a plus d'entrée fiscale parce qu'il n'y a plus assez de commerce, ce jour-là tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est parce que la mairie elle a mal géré. Non, parce que t'es con. Parce que t'as pas réfléchi. T'as pas réfléchi que ton envie personnelle, ta satisfaction personnelle est aussi la cause de la conséquence. Alors c'est toujours facile de montrer du doigt des politiciens parce qu'ils ont fait des conneries, mais ils ont fait des conneries pourquoi? Parce que vous les avez poussés à faire ces conneries. Par pur électoralisme. Donc c'est pour ça que on est dans une ère aujourd'hui où évidemment, ce qui pose problème, c'est une part de la population qui ne réagit plus de façon mature et responsable, mais qui réagit de façon émotionnelle. Et c'est bien connu. Avoir des émotions, c'est bien parce que ça nous rend humains. Mais il y a un moment donné où la proportion, le niveau, la capacité émotionnelle, elle peut être tout aussi destructrice que bénéfique.
Tout est une question de jauger, tout est une question de modérer, tout est une question de savoir comparer, de savoir être réactif par rapport à la réalité. Or ça, quand on veut construire une société consumériste, et qui plus est, faire en sorte de pousser une population finalement à s'entretuer, pour ensuite asseoir des lois de soumission, des lois autoritaires, eh bien on aura beau te dire c'est la démocratie, en réalité la démocratie ne sera qu'un décor, ne sera qu'une façade, parce qu'en coulisses, on te prépare tout simplement ton enfermement. Je vous laisse méditer sur la question. Je vous laisse comparer ça à ce que vous pouvez observer aujourd'hui, en temps réel. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et gros bisous.